Je remercie Mme Malzac pour m'avoir invitée pour participer à ce colloque. Ma contribution portera sur l'information de la parentèle, actualité suite à la révision de la loi de bioéthique. Ma contribution se décomposera en 4 parties. Tout d'abord, l'historique et le contexte. Ensuite, le fonctionnement traditionnel du dispositif d'information de la parentèle. Dans une 3e partie, nous verrons la loi du 2 août 2021 qui a procédé à une extension tout azimut des examens génétiques. Et enfin, nous nous questionnerons sur l'impact de l'extension du champ personnel de la parentèle. Alors, voyons tout d'abord l'historique et le contexte. Alors, en France, depuis 1994, qui est la date de la première loi de bioéthique, on a encadré les examens génétiques et la loi est venue préciser que ces examens génétiques ne peuvent avoir lieu qu'à des fins médicales ou scientifiques. Bien évidemment, pour pouvoir les réaliser, cela implique qu'on obtienne le consentement préalable de la personne qui s'y soumet. Ensuite, la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique a créé l'information d'informer la parentèle et on laisse le choix aux patients. Soit ils peuvent faire procéder à l'information personnellement, soit par l'intermédiaire de la procédure d'information de la parentèle. Alors, on va informer la parentèle uniquement si on peut faire quelque chose pour elle, c'est-à-dire si on peut faire des mesures de prévention ou de soins. On peut lui proposer des mesures de prévention ou de soins, et là, j'utilise la terminologie diptyque, prévention ou soins. Et il faudra que la personne, avant de réaliser cet examen, donne la liste des membres de sa famille dont elle dispose, ses noms, adresses, et qu'elle précise le lien de parenté qui est humain. Alors, ces informations sont transmises à l'époque par le médecin à l'agence de la biomédecine, et la biomédecine va informer la parentèle par l'intermédiaire d'un médecin. Alors, il faut savoir qu'en 2004, la loi avait prévu une cause d'exonération d'action responsabilité civile. C'est-à-dire que si le patient choisissait de ne pas transmettre l'information, sa parentèle, si jamais elle découvrait ce non-dit, il ne pouvait pas le poursuivre en justice. Le Conseil d'État, en 2009, a quand même venu nuancer en précisant que, certes, il n'y a pas de sanction prévue par les textes. Pour autant, on pourrait engager la responsabilité civile si l'absence d'information entraînait une perte de chance pour la parentèle de recevoir les soins appropriés pour échapper à la maladie. Alors, le législateur de 2011, donc la loi du 7 juillet 2011, est venu changer le paradigme en précisant que la personne est tenue d'informer sa parentèle. Et donc, il y a le choix de prévalence de l'intérêt public et précisément de l'intérêt familial. Et là, le législateur revient sur sa position en 2004. Alors, cette information est quand même un bémol, au sens d'une dérogation, c'est-à-dire il doit prévenir sa parentèle, mais ce n'est qu'une possibilité lorsque sa parentèle est constituée par des enfants issus d'AMP à partir de dons de gamètes ou d'un don d'embryon. La loi du 2011 est venue également ajouter un élément dans le triptyque, mesures de prévention, elle ajoute y compris de conseil en génétique ou mesures de soins. Donc maintenant, on a un triptyque. Donc, le conseil en génétique est englobé dans la prévention. Alors, depuis la loi de 2011, ce n'est plus l'agence de la biomédecine qui fait les démarches auprès de la parentèle, c'est le médecin prescripteur qui porte à sa connaissance l'existence d'une procédure d'information familiale. Alors ensuite, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique renouvelle l'encadrement de la génétique. Et ce remodelage s'inscrit dans le sillon du plan France Médecine Génomique 2025 et de la démocratisation de l'accès au séquençage du génome grâce aux nouvelles technologies au séquençage à haut débit. La médecine dite génomique est devenue, pour les pouvoirs publics, un enjeu de santé publique. Il y a volonté de généraliser donc, le séquençage du génome pour soigner le patient et sa famille, mais aussi pour développer la recherche. Alors, on va créer une carte d'identité génomique afin de mieux soigner, alors à court, à moyen terme, ça va dépendre de paramètres. Et donc, on va pouvoir le faire lors de l'examen de génétique constitutionnelle. Ça va permettre de développer la pharmacogénétique, de développer les thérapies ciblées, par exemple en cancérologie et en diabétologie. Et dès lors qu'on va séquencer l'intégralité du génome, on va obtenir des données qu'on ne cherchait pas. Des données hors indication initiale, ce qu'on appelle des données additionnelles. Alors, si à l'occasion, par exemple,
j'ai un cancer et le médecin me propose d'analyser sur le plan génétique ma tumeur, faire un examen des caractéristiques somatiques de cette tumeur. Et s'il procède à un examen de l'intégralité du génome, il risque de découvrir des données de génétique constitutionnelle. Alors, et la loi prévoit une passerelle de la génétique somatique à la génétique constitutionnelle. Alors, on ne va pas informer le patient lors de la réception, lors du rendu des examens, des informations, que potentiellement il peut y avoir qu'il y a des données de génétique constitutionnelle. C'est-à-dire, avant la réalisation de l'examen des caractéristiques somatiques, on va l'informer qu'on peut découvrir ce type d'informations. Alors, dès lors que lorsque l'on rend l'examen, les informations relatives à l'examen, là, le médecin prescripteur va inviter le patient à se rendre vers une consultation de génétique constitutionnelle, à laquelle il n'est pas obligé de se rendre, bien entendu, mais s'il s'y rend, il sera obligé d'informer par la suite son parentèle. Alors, voyons dans un deuxième point le dispositif d'information de la parentèle, le fonctionnement traditionnel. Alors, qu'est-ce que j'appelle par traditionnel? C'est que le fait que la parentèle est connue, il y a une conjonction entre vérité biologique et vérité sociale. Alors, préalablement à l'examen de génétique constitutionnelle, donc on va informer le patient sur les risques pour la famille dès lors qu'il y a un élément du triptyque. Il va y avoir préparation d'un document écrit qui peut être complété après le diagnostic. Et on va prévoir les modalités de la transmission de l'information, donc soit par le patient lui-même, soit par le médecin prescripteur. Alors, si le patient fait lui-même cette information, il devra informer les membres de sa famille potentiellement concernés, dont lui ou son représentant légal possède ou peut obtenir les coordonnées, dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées. Et le patient va transmettre les coordonnées du médecin prescripteur. Alors, si jamais c'est le médecin prescripteur qui procède à l'information, il va recevoir donc les coordonnées par le patient. Il va contacter la parentèle en l'invitant à consulter un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui y sont associés. Alors, bien évidemment, le patient a le droit de ne pas savoir, d'être tenu dans l'ignorance du diagnostic. Alors, c'est un droit qui existe dans notre corpus juridique depuis la loi du 4 mars 2002. De manière générale, le patient, même s'il réalise des examens, a le droit de ne pas être informé du diagnostic ou du pronostic. Ça a été transposé en droit de la génétique, donc il a le droit de ne pas d'ignorer le diagnostic. Et dans ces cas-là, il peut autoriser l'information par le médecin prescripteur. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé, il ne peut jamais l'obliger, même s'il y a une sanction. S'il ne le fait pas, il sera sanctionné. Alors, la loi du 2 août 2021 a procédé à l'extension tout azimut des examens génétiques. Alors, elle a prévu plusieurs cas de figure. Elle a remodelé un premier cas de figure que je vais vous exposer. C'est le cas où le patient est en état de manifester sa volonté. Et dans ce cas, on souhaite faire un examen dans son intérêt à des fins médicales. Donc là, il n'est pas possible de recueillir son consentement. Donc, on va rechercher son absence d'opposition antérieure auprès de sa famille ou de la personne de confiance. Les deux sont sur un pied d'égalité. Ou, à défaut d'un proche, ou, s'il n'y a vraiment personne d'autre, on va se rapprocher, si elle existe, de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Alors, il y aura rendu à la parentèle par le médecin, la parentèle dont le médecin possède les coordonnées. Alors, si le patient décède avant l'annonce du résultat ou avant d'avoir pu informer les membres de sa famille potentiellement concernés. Donc, le médecin va informer les membres de la famille dont il possède les coordonnées, sauf si la personne s'était opposée antérieurement à être informée du résultat ou à ce que les membres de sa famille potentiellement concernés bénéficient de cette information. Alors, point sur lequel nous allons nous attarder, c'est l'élargissement de la parentèle. C'est-à-dire, on va aller au-delà des liens juridiques. Cette loi va au-delà des liens juridiques. Elle va englober la parentèle avec qui le patient a des liens biologiques. Alors, petit point sémantique préalable,
qu'est-ce qu'un tiers donneur? Alors, au sens du Code de la santé publique et d'ailleurs de la loi de 2021, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés, donc c'est une personne seule, ou du couple s'il y a eu un accueil d'embryon. Et dans ces cas-là, lorsqu'on évoque le tiers donneur, ça peut être donc une personne ou un couple. Alors, le projet de loi relatif à la bioéthique a été déposé à l'Assemblée nationale en 2019 par le pouvoir exécutif, prévoyait la possibilité au tiers donneur d'inclure dans sa parentèle les enfants nés par ce type de don. Et dans ce cas, l'information était délivrée par le médecin prescripteur. Cette information était également possible du tiers donneur à l'enfant né. Et on pouvait également il y avait une possibilité de faire cette information également dans le cadre d'un enfant né sous X, si le géniteur découvre qu'il a atteint d'une maladie ou si l'enfant né sous X découvre qu'il a atteint d'une maladie. Donc là, c'était qu'une possibilité dans le projet de loi. Et puis, au fur et à mesure des débats parlementaires et du vote final, on a décidé que le législateur a décidé que ce serait une information obligatoire dans l'ensemble de ces cas. Alors, si on fait un diagnostic chez un tiers donneur, le médecin prescripteur va saisir le responsable du centre d'assistance médicale à la procréation afin qu'il procède à l'information de la parentèle, alors des personnes issues du don, ou encore des parents investis de l'exercice de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'enfant si ces personnes sont mineures. Alors, si on fait un diagnostic, c'est une personne née suite à un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon. Le médecin prescripteur va saisir le responsable du centre d'AMP afin qu'il procède à l'information du tiers donneur. Et on va l'informer sur l'existence d'une information médicale à caractère génétique susceptible de les concerner. Et il va transmettre au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause. Aucune information sur l'identité ne sera transmise. Alors, s'agissant de l'accouchement sous X, il faut faire un petit rappel sur l'encadrement juridique de l'accouchement sous X en France. Alors, en principe, l'accouchement sous X garantit l'anonymat de la mère, sauf à ce qu'elle ou le père autorise la levée du secret sur leur identité auprès du Conseil national pour l'accès aux origines. Par exception, s'il y a une conjonction des volontés de l'enfant de se rencontrer, donc de l'enfant et de sa mère exprimée devant le Conseil national pour l'accès aux origines, il y a possibilité de lever l'anonymat. Il faut qu'il existe cette conjonction. Alors, ne sachant pas s'il y a une conjonction, l'enfant ou la mère, l'enfant va faire une demande auprès de ce conseil. S'il est majeur, il peut faire cette demande également s'il est mineur et qu'il a atteint un âge de discernement avec l'accord de ses représentants légaux. Alors, s'il y a un diagnostic chez un parent biologique ou un enfant né sous X, là, le médecin prescripteur va saisir le Conseil national pour l'accès aux origines pour identifier selon le cas l'enfant ou le ou les parents biologiques. Et dans les deux cas, ne sont pas mentionnés dans cette saisine ni l'anomalie génétique en cause, ni les risques qui lui sont associés. Alors, le Conseil national pour l'accès aux origines porte alors à la connaissance de la personne ainsi identifiée l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de la concerner, l'invite à se rendre à une consultation chez un médecin qualifié en génétique, sans lui dévoiler le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni aucune autre information permettant d'identifier cette seconde personne. Alors, le conseil transmet au médecin consulté par la personne ainsi informée les coordonnées du médecin prescripteur pour la communication de l'anomalie génétique en cause et aucune autre information n'est transmise. Alors, il peut y avoir également des examens déclenchés dans l'intérêt familial, non pas dans l'intérêt du patient, mais dans l'intérêt de sa famille. Et de manière peu heureuse, la loi crée un régime commun aux personnes vivantes, hors d'état d'exprimer leur volonté, et aux personnes décédées. Et l'objectif est, en l'absence d'opposition de la personne, de pouvoir procéder à l'examen à des fins médicales dans l'intérêt de sa parentèle. Alors, qui va faire déclencher cet examen ou qui va souhaiter le déclencher? C'est le médecin, un médecin qui suspecte que le patient est porteur d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil en génétique ou de soins. Alors, le critère déclencheur ici, c'est sa seule suspicion du diagnostic d'une anomalie génétique.
Alors, il y a un particularisme par rapport à la procédure post-mortem parce que donc, lorsque la personne est décédée, soit cet examen dans l'intérêt familial va être réalisé à partir d'échantillons de cette personne, donc des échantillons qu'on a déjà, ou des échantillons qu'on n'a pas, il va falloir faire une autopsie médicale pour faire des prélèvements, ce qui avait suscité des débats au niveau des assemblées. Alors, il y a une procédure commune, c'est-à-dire qu'après avoir vérifié l'absence d'opposition de la personne vivante ou décédée, le médecin va informer les membres de la famille potentiellement concernés, dont il possède les coordonnées, qui estime plausible l'existence d'une anomalie génétique. Donc, il va solliciter leur acceptation, le refus par écrit, et un seul accord suffit pour réaliser l'examen. Et l'information révélée sur la présence ou l'absence d'une anomalie génétique sera accessible à tous, y compris à ceux qui ont refusé l'examen. Et si l'anomalie est confirmée, le médecin invite les personnes qui auront demandé à recevoir l'information à se rendre chez un médecin qualifié en génétique, sans dévoiler ni l'anomalie génétique en cause, ni les risques qui y sont associés. Alors, on peut se questionner sur l'impact de l'extension du champ personnel de la parentèle. Et au préalable, il faut rappeler quelques principes fondamentaux. Alors, depuis 1994, il a été inscrit dans le Code un article 16-8 qui vient préciser que le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, mais le receveur, celle du donneur. C'est le principe de l'anonymat. Et jusqu'à présent, en particulier en matière d'enfants nés par tiers donneur, il y avait des revendications. Certains de ces enfants qui se sont regroupés en association, certains, pour avoir cette levée de l'anonymat. Et ça a été, à plusieurs reprises, le Conseil d'État a été saisi. Et à chaque fois, il a refusé de lever cet anonymat en arguant de la paix des familles, c'est-à-dire que la vérité sociale doit primer. Et donc, on refusait de lever l'anonymat des donneurs jusqu'en 2021. Donc, on a décidé dans un souci de transparence peut-être, de lever cet anonymat. Du moins, c'est prévu à l'article 16-8-1. Alors, j'ai lu le texte. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure, mais d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur sur sa demande à des données non identifiantes ou à l'identité du donneur. Donc, c'est-à-dire que à partir de les enfants qui, à partir de septembre 2022, parce qu'il y a des dispositions transitoires, les enfants qui seront nés, qui sont nés à partir de septembre 2022, lorsqu'ils auront 18 ans, auront accès à l'ensemble de ces données. Il y a également une procédure parallèle. Les enfants qui ont déjà 18 ans, à l'heure actuelle, peuvent également solliciter auprès d'une commission qui va être créée la levée de l'anonymat. Et dans ce cas, cette commission va se rapprocher du tiers donneur pour savoir s'il veut ou pas lever l'anonymat. Dans le premier cas, ce sera obligatoire dans 18 ans. Pour les enfants déjà nés, c'est au tiers donneur de se manifester en ce sens. Donc, il peut décider de lever cet anonymat. Puisque quand il a donné, c'était dans l'intérêt général, il n'était pas prévu qu'on lève cet anonymat. Alors, quel que soit le cas de figure, il faut savoir que c'est pour autant pas un droit de l'enfant de connaître l'identité du tiers donneur, puisque ça implique que ses parents sociaux, lui aient donné l'information qu'il est né, soit par accouchement sous X, soit dans le cas d'une AMP avec tiers donneur. Alors ici, on est dans un changement de paradigme au niveau de cette loi de 2021, puisqu'on souhaite qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité dans les soins entre les enfants. Alors, dès lors que les enfants sont encore mineurs, on a bien compris que ce sont les représentants des enfants qui vont être invités à consulter un médecin pour faire un examen de génétique constitutionnelle. Pour autant, vont-ils informer les enfants de cette procédure particulière ou ne vont-ils rien dire? Le même cas de figure va se poser pour les enfants sous X. Il n'y a que si l'enfant est majeur, que ce soit par AMP ou sous X, que
qu'il n'y a que dans ce cas de figure, dès lors qu'il est majeur, qu'il recevra l'information lui-même. Et donc, il risque peut-être d'avoir un choc s'il n'a pas été informé du contexte de sa naissance. Alors, par ailleurs, les conseillers en génétique, dans la nouvelle procédure, sont invités à solliciter chaque patient pour lui demander: auriez-vous fait un don à une époque, un don de gamètes ou à accepter de faire un accueil d'embryon? Est-ce que vous avez accouché sous X? Et donc, les questions vont se poser lors de la consultation préalable, avant l'examen génétique. Alors, est-ce que les patients vont réellement dire la vérité? Rien n'est moins sûr. Est-ce que les patients ont prévenu leurs conjoints qu'ils ont fait des dons plus jeunes? Est-ce qu'ils ont prévenu leurs enfants qu'il y a un autre enfant qui est né et qui a été adopté? On peut peut-être s'interroger, est-ce que dans l'optique PD-famille, finalement, le patient ne va-t-il pas mentir par omission? Ce sera un retour au silence du patient. Alors, pour conclure, cette extension de la parentèle ne va-t-elle pas compliquer inutilement la vie des malades? Parce qu'il va falloir qu'à la fois ils digèrent l'annonce d'une maladie génétique, va s'ajouter la nécessité, obligation légale d'informer une parentèle, et celui qui consent à l'examen de ses caractéristiques génétiques devient responsable de sa santé, de celle de ses enfants, y compris biologiques, de celle de ses cousins. Quid de cette responsabilité d'avoir à informer les autres de leur maladie, des gènes de prédisposition ou seulement de susceptibilité? Les donneurs de gamètes vont recréer une filiation à travers la maladie, filiation qu'ils ne souhaitent pas. Ils avaient à l'époque donné leurs gamètes ou accepté l'accueil d'embryons dans l'intérêt général. Et cette obligation s'impose également post-mortem, puisque le législateur a tenté de n'oublier aucune situation alors que peu de maladies génétiques peuvent être soignées et que seul le conseil en génétique peut être proposé. Je vous remercie.